Donc on va parler domotique et objets connectés, qui est en fait une continuité entre les deux. Juste pour rappel, Deltador est une société basée en Bretagne. Notre maître mot est de travailler sur le pilotage du confort et des objets connectés dans tous les bâtiments. Et avec l'ambition de devenir un des leaders de la maison, ce qui est ce que vous connaissez très bien, mais aussi des bâtiments connectés au sens large, puisque nous travaillons aussi pour des bâtiments comme celui-ci, des mairies, voire des tours à la défense. Et avec la volonté de mettre la technologie, puisque c'est avant tout une entreprise d'ingénieurs, au service des utilisateurs, d'où l'importance du design dans l'entreprise. Alors juste quelques chiffres. Nous avons fait l'année dernière un CA de 136 millions d'euros. Nous sommes 820. Nous avons une bonne part du chiffre d'affaires qui est intégré, enfin qui est investi en recherche et innovation. Nous travaillons à l'export, essentiellement avec l'Europe, et puis avec l'Asie, en Chine et en Philippines en particulier. Et nous avons, par contre, 100% de la production qui est faite en France dans 2 usines. Une qui se trouve à Bonnemain, au nord de Rennes, et une autre pas très loin de Rennes non plus, à Vitré. Je vais vous parler de 3 thématiques. Le design pour tout ce qui est produit et interface, qui a été pas mal évoqué ce matin. Un deuxième point pour parler utilisateur en particulier, qui est la matière du designer, qu'est-ce qui nous sert à nous alimenter. Et enfin, un domaine qui a été peu évoqué jusqu'à présent, qui est l'utilisation du design pour la transformation de l'entreprise. Alors, Deltador a été créé en 70. Il faut se remettre un certain nombre d'années en avant. À l'époque, c'était l'énergie était coulée à flot et on a eu la crise pétrolière qui est arrivée en 73-74. Et donc à cette époque, on a été parmi les premiers à créer des produits pour l'économie d'énergie. On venait juste d'avoir les premiers microprocesseurs qui apparaissaient. On avait des écrans qui étaient ridicules par rapport aux premiers téléphones que certains ont pu avoir ici. Et donc, à l'époque, on a fait ce qui était une grande nouveauté, appel à une société qui s'appelait MBD, qui était une agence de design, qui existe toujours d'ailleurs, et on a fait ce qu'on appelait le premier T-Box. Donc on est assez loin de ce que l'on fait maintenant, mais avec un métier qui est surtout tourné autour de la plasturgie, un écran, un clavier, et comment faire pour le rendre le produit le plus désirable possible. Dans ce cadre-là, le process est un process assez classique en entreprise, en tout cas celui qu'on pratique en design, soit intégré, soit avec une agence. Une phase de définition, avec la volonté aussi de mener une réflexion stratégique sur les produits le plus en amont possible. Il est important que le design intervienne le plus en amont possible, ce qu'on a déjà évoqué. Et après, une deuxième phase où on va rentrer vraiment dans la partie développement, avec une notion de concrétisation pour définir à la fois les produits et les interfaces. Et puis après, une partie industrialisation, avec l'importance, c'est d'arriver à tenir le projet jusqu'au bout, jusqu'aux dernières phases, pour que tout ce qui a été décidé en amont puisse être soit bien reflété dans l'industrialisation. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait un point important, c'est que Deltador fabrique beaucoup de produits différents, de l'alarme, des thermostats, des télécommandes, etc. Donc des produits très diversifiés. On est sur des cycles de vie sur les produits qui sont d'une dizaine d'années à peu près pour certains, des produits physiques. Et donc on avait la volonté de faire en sorte d'avoir une cohérence entre l'ensemble de ces produits. Parce qu'il est important que la marque Deltador a un certain nombre de valeurs et que ces valeurs soient portées par les produits de manière identique. Donc on a travaillé sur ce qu'on appelle un design guide. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on peut faire en charte graphique, par exemple, qui est déjà plus connu. Ce qui caractérise ce processus en fait, de design produit, c'est qu'on est sur des temps qui sont relativement longs. On va compter en mois, voire en années, facilement. On a l'obligation d'avoir une démarche collaborative. Étant designer intégré, on va travailler aussi bien avec le marketing, on va travailler avec les gens qui font les circuits, les gens qui font la plasturgie, l'industrialisation, etc. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et on a aussi une démarche itérative parce qu'on n'arrive jamais à trouver la bonne solution du premier coup. Donc c'est comment trouver le meilleur compromis. Et ce qui caractérise le design produit,
c'est qu'on arrive à un résultat figé, ce qui change complètement par rapport à ce qu'on a par exemple sur le web ou dans les interfaces. La matière du designer. Alors on va reparler de thèmes qu'on a déjà évoqués, qui sont en priorité la connaissance du savoir des utilisateurs, qui est très importante. Et puis un deuxième domaine qui sont les tendances, et enfin la notion de savoir-faire. Pour les utilisateurs, alors on a plusieurs méthodes que l'on utilise chez nous. On a très classiquement ce qu'on appelle les focus group, qui permettent de manière assez rapide, en l'espace de 2 heures, de rassembler une dizaine de personnes, de les mettre autour d'une table et de les faire discuter sur un sujet décidé à l'avance. C'est très intéressant, c'est très instructif. Par contre, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on est sur du déclaratif et on a souvent des phénomènes de groupe. Et donc on ne voit pas les utilisateurs, comme on a pu le voir sur les bateaux, en situation réelle. Donc c'est intéressant, mais on a certaines limites. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller voir des utilisateurs pour les observer. Ce qui n'est pas simple, parce que là, c'est 2 heures, non pas avec 12, mais avec une seule personne. Donc c'est 12 fois plus de temps à prévoir, du temps en plus pour tout ce qui est retranscription, etc. Donc c'est plus long. Par contre, les enseignements sont beaucoup plus riches. Parce que là, on est capable de voir ce qu'on appelle donc de la situation réelle, de voir aussi ce qu'on appelle en recherche amont, des signaux faibles ou des signaux non verbaux. Des signaux faibles, c'est des choses où on voit les personnes se comporter d'une certaine manière et on devine que là, il y a des opportunités pour faire de l'innovation. En entreprise, quand on parle d'observer les utilisateurs, il y a un souci important, c'est que souvent on a tendance à aller présenter ça à 3 personnes, mais qu'on a derrière des équipes de développement, et donc il est important que ces équipes puissent être aussi informées de la manière dont les utilisateurs fonctionnent, parce qu'il est important que ces gens-là aussi aient de l'empathie. Donc pour ça, on utilise des outils qui permettent de pouvoir partager l'expérience utilisateur avec d'autres personnes que ceux qui ont directement vu les utilisateurs. Donc par exemple, on utilise ce qu'on appelle des personas, qui sont à partir de ce qu'on a fait au niveau des utilisateurs, on va recréer des espèces d'archétypes d'utilisateurs et auxquels on va donner un nom, on va leur donner un certain nombre d'intérêts, d'attraits, d'envies, etc. Ce qui permet de pouvoir le personnaliser, en tout cas pour les gens, de ressentir plus d'empathie vers eux. On utilise aussi des storyboards qui permettent de pouvoir marier, par exemple, très rapidement du numérique avec du produit réel et de pouvoir aussi parler plus facilement en nom de ces fameux personas. Et enfin, de manière plus technique, on utilise aussi ce qu'on appelle les parcours utilisateurs, où on va retranscrire des parcours en regardant la manière dont nos produits sont utilisés, les points de contact qu'il peut y avoir entre nous et l'entreprise, en regardant le parcours dans son ensemble, c'est-à-dire en regardant aussi bien l'utilisateur quand il va commencer à se poser une question, par exemple quand il va vouloir acheter une maison, jusqu'à l'installation finale ou la prise la prise en main du produit qu'il va vouloir utiliser. Voilà. Alors juste, ce n'est pas des produits réels, je ne peux pas vous les montrer, enfin, ce n'est pas des scénarios réels pour des problèmes de confidentialité. Voir l'utilisateur et l'observer, c'est très intéressant. On va pouvoir leur demander beaucoup de choses. Par contre, on ne peut pas être uniquement centré sur les utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur va être incapable d'exprimer, surtout sur tout ce qui est nouveaux usages, ce qu'on montrait tout à l'heure. Le cas de la bougie, quand Edison a inventé la lampe, eh bien, il ne pouvait pas demander aux utilisateurs de lui demander ce qu'était une lampe. Il voulait juste une meilleure bougie. Donc pour ça, on va travailler sur, entre autres, ce qu'on a dit, c'est-à-dire tout ce qui est signaux non verbaux, mais on va regarder aussi tout ce qui est tendance. Donc c'est une part aussi importante de l'action du design dans l'entreprise. Donc on va regarder les tendances de la concurrence avec un œil qui ne va pas être forcément le même que celui qu'on va avoir, par exemple, au niveau du marketing. On va aller regarder aussi les tendances technologiques, ce qui permet d'avoir un regard plus large. Pour nous, il est intéressant d'aller voir ce qui se passe sur les montres connectées, de regarder des petits robots comme Zembo pour voir la manière dont ils se comportent et dont les nouveaux usages sont en train d'être créés autour de ça, de les observer, de les vivre aussi, ce qui est évoqué tout à l'heure. Ce qui est important pour nous, c'est de nous-mêmes expérimenter les produits et puis potentiellement de se dire est-ce que demain,
des lunettes de réalité augmentée auront un sens pour la domotique. Et enfin, de manière beaucoup plus large, il y a un certain nombre de tendances socioculturelles, que ce soit le lien entre le virtuel et le réel, comme par exemple avec Uber, que ce soit tout ce qui est autour des Fab Labs, etc., qui sont des tendances lourdes, très intéressantes, et que l'on se doit de regarder aussi. Et enfin, nous sommes designers, donc il est aussi important d'aller regarder ce qui se passe en design, et pas uniquement dans notre domaine, donc de regarder dans le mobilier par exemple, voir les tendances qu'il peut y avoir. Voilà la matière du designer, la manière dont on l'utilise. Et troisième type de matière importante qui est la notion du savoir-faire. On parle beaucoup d'outils du design. Ces outils sont très intéressants, ils amènent beaucoup de choses, entre autres par rapport au design thinking qui a amené un certain nombre d'outils très bien. Mais ce sont des outils. Donc je prends l'exemple d'un charpentier. Donner des outils de charpentier à quelqu'un, ça n'en fera pas un charpentier. Donc derrière, il y a des notions de savoir-faire qui sont très importantes. Donc c'est pour ça que je pense que les designers ont un rôle important à jouer dans l'utilisation du design, ce qui paraît tout à fait logique. Parce que de plus en plus, on voit des gens non designers qui font des pratiques de design. Parmi ces pratiques importantes, il y a la pratique du dessin, la notion d'être capable de faire à la fois d'avoir une vue globale, de gérer la complexité, etc. Concrètement, donc voilà la gamme de produits, les dernières gammes. Donc on voit l'ensemble de nos produits, que ce soit la gamme alarme, que ce soit du thermostat, de la télécommande ou des objets connectés. Dernière intervention sur laquelle on travaille, c'est la notion de la transformation de l'entreprise. En réalité, dans l'entreprise, on peut faire du design sans sortir du cadre de l'entreprise, mais en utilisant les mêmes outils et les mêmes pratiques. Alors l'intérêt, c'est de se dire que les utilisateurs ne sont pas externes, mais peuvent être aussi en interne. Et comme on vit actuellement une transformation digitale qui est très importante, elle touche aussi l'entreprise, donc on est obligé de prendre un certain nombre de virages importants et donc de les intégrer en interne. La première évolution, c'est sur les méthodes de travail et les types de produits que l'on fait. Quand on était avant sur un produit, on avait des produits simples. Je prends un détecteur tel qu'il est là. Il va gérer des informations relativement simples. De plus en plus, on va avoir des objets augmentés dans lesquels on a de l'information issue de ces produits-là qui est partagée, qui va être historisée, analysée. Et ça va donner une ampleur par rapport aux produits que l'on a qui est très importante. Avant, pour faire un produit, notre culture de développement chez nous était liée au temps long dont j'ai parlé, où on avait certes les marges qui étaient relativement linéaires, c'est-à-dire où on avait les métiers qui travaillaient ensemble, mais où les projets avaient un début et une fin, et où le résultat était figé. Quand on sort un détecteur de mouvement, quand il est sur le marché, comme un téléphone, quand il est sur le marché, une fois qu'il est sur le marché, on ne peut plus revenir en arrière. Le cas de Samsung montre que un produit physique, une fois qu'il est sur le marché, c'est compliqué de revenir en arrière. À l'inverse, quand on travaille sur les applications, qui est un des domaines sur lesquels on s'est fortement développé depuis quelques années, on est sur des temps de développement qui sont extrêmement courts, puisqu'on sort une application, une nouvelle version à peu près tous les mois. On est sur une démarche cyclique, une démarche extrêmement itérative, et avec des résultats qui sont en perpétuelle évolution. Donc ça veut dire que chez nous, l'ensemble des équipes de développement ont été complètement modifiées. Ça veut dire qu'aussi en termes de design, on ne va plus du tout agir de la même manière. Ça veut dire que l'on va devoir suivre ces projets-là de manière beaucoup plus régulière. Donc ça change complètement la manière de travailler. Sur la partie transformation de l'entreprise, en design, ce qu'on a aussi travaillé, c'est utiliser les outils du numérique, mais de manière complètement différente. On a mis en place un réseau social en entreprise, qui change les méthodes de travail, pour pouvoir aussi travailler sur les plateformes numériques, enfin les applications. On utilise en particulier des plateformes collaboratives, ce qui change complètement la manière de travailler. Et puis, on utilise beaucoup d'outils multi-supports pour pouvoir aussi bien aller sur les smartphones, les tablettes, les PC, etc. L'objectif, c'est de pouvoir mieux partager l'information au sein de l'entreprise, aller plus vite,
faciliter la transversalité, et puis, dans la mesure du possible, ce qui est un des points les plus difficiles, c'est d'abaisser le point de décision dans l'entreprise. Quand on veut aller vite, il ne faut pas passer par 25 niveaux hiérarchiques avant qu'une décision soit prise. Il faut que ce soit le plus près possible de l'endroit où la proposition a été faite. Donc pour ça, j'essaye en termes de design d'amener des formats de travail différents, donc de ne pas avoir des réunions PowerPoint, mais plutôt de faire des réunions collaboratives sur des formats type brainstorming, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui marchent très bien en entreprise. De travailler sur l'innovation. Donc comment est-ce qu'on peut favoriser l'innovation en entreprise, en particulier en faisant travailler l'ensemble des collaborateurs, sous le biais de challenge innovation, par exemple. Et puis, essayer d'avoir aussi une approche qui soit la plus séduisante possible. Il est important, quand on montre ces nouveaux outils, qui sont pour un certain nombre de personnes des vraies révolutions. Quand vous avez des tranches d'âge très variées, il y a des gens pour lesquels utiliser un PC autrement pour faire du mail ou un tableur Excel, c'est très compliqué. Donc leur expliquer qu'il va falloir utiliser de la messagerie différemment avec un réseau social, qu'il va falloir mettre des likes, alors que pour eux, Facebook, c'est que pour leurs enfants. On a beaucoup d'explications et beaucoup de pédagogie à faire en interne. Voilà. L'objectif est de mieux appréhender cette complexité qui arrive et qui est un changement pour les esprits important. Voilà. J'ai fait le tour de la présentation. N'hésitez pas pour les questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas de questions? Question du... Oui, on va t'amener un micro, Jean-Louis. Ça arrive tout de suite. Merci. Bravo pour cette présentation. Dans les écoles de design françaises, et on connaît la même, on n'apprend pas du tout le monde de l'entreprise et on apprend le design, mais pas forcément le management du design. Donc comment tu es passé de bon designer produit à designer manager? Comment on devient comme ça un homme d'entreprise avec la maîtrise subtile que tu viens de nous montrer? Avec le temps, c'est venu naturellement, entre guillemets. Je pense qu'au contraire, dans le design, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes dans le management. Je pense à deux notions. La première, c'est l'écoute et l'empathie. Et je pense que la manière de manager a beaucoup évolué ces derniers temps. Et quand on parle d'écoute et d'empathie, je pense qu'on parle beaucoup de design, entre autres. Et je pense que c'est un des points sur lesquels je trouve que les designers ont leur rôle à jouer aussi en tant que manager. Voilà. C'est les deux points importants. Après, je pense que c'est beaucoup aussi des histoires de personnes. Ça fait 15 ans que je suis dans cette société-là, 16 ans bientôt. Le métier a beaucoup évolué entre le moment où je suis rentré et maintenant. C'est beaucoup lié aussi aux rencontres qu'il y a eu en interne, à l'histoire de l'entreprise, au vécu qu'on a pu avoir ensemble et dans le groupe. Voilà. Mais je pense que on est peu de designers intégrés en France, ce qui est bien dommage, je trouve. Beaucoup, pour parler de l'ENSI, beaucoup partent en indépendant, ce que je peux comprendre. Mais je trouve que l'expérience en entreprise est extrêmement enrichissante parce qu'à la fois on est obligé de gérer du quotidien avec des contraintes fortes, mais en même temps l'énorme intérêt c'est qu'on va pouvoir avoir les projets depuis le très en amont jusqu'au très en aval. Donc on a vraiment une vision beaucoup plus globale que ce qu'on peut avoir quand on va faire un one-shot quand on est en agence ou indépendant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question quand même. Oui. Est-ce que Deltador a l'air d'être une entreprise très design-friendly, on va dire? Est-ce que c'est, ou pas, mais de ce que vous donnez à voir, on a l'impression de ça. Est-ce que à quoi c'est lié? Est-ce que c'est une culture d'entreprise qui date déjà, qui est assez forte et qui encourage cette approche-là? Est-ce que c'est des patrons qui ont été séduits par le design très très tôt? Qu'est-ce qui fait que... Oui, je pense que d'abord, ça a été une histoire d'amitié qui s'est passée en 80, quand il y a eu le premier T-Box. C'est Yves Domergue de MBD Design qui a rencontré, les frères Domergue à l'époque, qui a rencontré Joël Renaud, qui était le patron de l'époque.
Ça s'est fait sur un stand, je pense un peu dans ce genre de contexte-là. Et puis ça a été pendant 30 ans une amitié qui s'est soldée par un certain nombre de projets. Donc il y a eu beaucoup d'évangélisation de la part de l'agence, je pense. Enfin, je l'ai constaté. Et la deuxième rencontre, c'est quand je suis arrivé, puisque c'était une candidature spontanée. Il y a eu à un moment donné un manque voilà, que je suis venu combler. Et maintenant, on est... alors, je pratique... J'ai pas une équipe à proprement dit, mais on va dire qu'on est 3 à 4 à faire... à tourner autour du design dans l'entreprise. Et c'est, oui, c'est en interne, l'importance, elle vient parce que toutes les personnes dans les projets, à un moment donné, vont venir me voir parce que c'est dans la culture de l'entreprise de faire appel au design, parce que ça, on a montré que les résultats étaient intéressants, les clients nous remontent que le design est important pour eux, donc voilà, ça n'est pas remis en cause en l'occurrence, et au contraire. C'est même une tradition, en fait. Oui, ça fait partie des métiers de l'entreprise, comme le marketing, comme la CAO mécanique, comme d'autres métiers dans l'entreprise. Pas plus, pas moins. D'accord. Très bien. Une autre question ?